Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous donc dédié à l'investissement durable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble comment investir pour le climat. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau Joseph Chouefati, cofondateur de Goodvest. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où cette fois-ci nous nous poserons la question de l'investissement thématique dans le tourisme et nous aurons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine toujours Alexandre Lin, cofondateur de Tudigo, mais aussi Jean-Pierre Nadir, fondateur de Easy Voyage et de Fairmove. Ce sera dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. À tout de suite. Comment utiliser son épargne afin d'investir pour le climat? Voilà la question que se posent de plus en plus d'investisseurs ou d'épargnants. Et pour y répondre, nous avons le plaisir de recevoir dans Investir responsable Joseph Chouefati. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Goodvest. Goodvest, donc une plateforme en ligne qui propose de souscrire un contrat d'assurance vie pour le moment. Peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, un contrat d'assurance vie qui ensuite permet de réaliser des investissements en ligne avec les accords de Paris, c'est bien ça? Exactement. L'objectif, en fait, c'est de proposer une vraie démarche à la fois scientifique et transparente qui respecte l'accord de Paris et qui va aller plus loin que les labels pour être certain qu'il n'y a pas de greenwashing et avoir une démarche engagée pour l'environnement à travers son épargne. Alors, Goodvest, c'était 7 thématiques d'investissement. C'est maintenant 8 thématiques d'investissement avec la thématique solutions climatiques. On va en parler, mais dans un deuxième temps. Mais de manière plus générale, Joseph Chouefati, selon vous, avec votre expertise, comment fait-on pour investir pour le climat en France aujourd'hui? Alors, il faut prendre sa loupe. D'accord, ouais. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas fléché? Effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu la jungle, hein, on peut le dire. Des labels, ça bouge beaucoup d'ailleurs, on va pouvoir en parler. Tout le monde fait du vert et de l'investissement responsable. Et donc, il faut sortir sa loupe. La première étape, c'est de ne pas s'arrêter au label. D'accord. Petit rappel sur le principal label en France, c'est le label ISR, qui d'ailleurs commence un peu à vieillir et qui va être réorganisé. Aujourd'hui, on a plus de 80% des fonds labellisés ISR qui investissent encore dans des entreprises qui sont impliquées dans les énergies fossiles. Bien sûr, oui. Donc, alors, le label ancienne version, puisqu'il y a un travail actuel pour une refonte du label ISR, mais en l'état actuel, c'est effectivement toujours ce que vous dites. 80%, donc c'est beaucoup, et ça ne permet pas de garantir l'orientation durable d'un fonds. D'ailleurs, c'est beaucoup remis en cause par les épargnants et aussi par des études. D'accord. Il y a une étude qui a été publiée par la Banque de France il y a maintenant quelques semaines, qui a analysé des fonds labellisés ISR et qui les a comparés à des fonds non labellisés ISR, et ils les ont analysés en fait sur les 2 premiers scopes d'émissions de CO2, donc sur les émissions directes, pas sur les émissions indirectes, parce que c'est une donnée qui n'est pas forcément simple d'accès. Bien sûr. On va en parler après. Quand on parle d'émissions indirectes, c'est notamment quand on fait appel à des fournisseurs, par exemple. Ou alors le client, le consommateur final. D'accord, oui. Si on prend l'exemple assez simple d'une voiture, ça va être lorsqu'on conduit. D'accord, oui. Voiture, en fait, c'est le scope 3, donc les émissions indirectes du constructeur automobile. Donc, je suis constructeur automobile, je vous livre une voiture qui pollue énormément. Si on m'analyse pas sur le scope 3, mais seulement sur 1 et 2, globalement, on ne prend pas en compte ces émissions-là. Voilà. D'accord. Et c'est encore plus parlant pour les énergies fossiles. Si on regarde que le scope 1 et 2 des géants des énergies fossiles, ils ont un bilan carbone qui est assez bon. Et en fait, il faut regarder le scope 3, qui est très révélateur et qui représente l'immense majorité de leurs émissions de CO2. Et donc, cette étude, elle a souligné que dans 47% des cas, quasiment un cas sur 2, les fonds labellisés ISR vont faire moins bien en bilan carbone que les fonds labellisés ISR. Les fonds non labellisés ISR, d'accord. Donc une fois sur 2, effectivement, la promesse ne marche pas forcément, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Et ça prouve bien, donc, alors, même si elle s'arrête qu'au scope 1 et 2, qu'il y a un vrai enjeu d'aller plus loin que les labels. Pour aller plus loin, une étape, ça va être l'exclusion complète des énergies fossiles. D'accord. D'ailleurs, on en parle, on ne sait pas encore exactement quelle va être la ligne du nouveau label ISR. Est-ce que ça va être uniquement les énergies fossiles non conventionnelles? Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que ça va être toutes les énergies fossiles dès le premier pourcentage? Nous, le choix qu'on a fait chez Goodvest, c'est que dès le premier % d'implication dans les énergies fossiles, que ce soit charbon, pétrole ou gaz, extraction ou production, on exclut le fonds. Et c'est une démarche qui est très stricte. Donc on n'investit jamais dans les énergies fossiles chez Goodvest. Exactement. Il n'y a aucune implication. Dès le premier %, en fait, on va aller regarder à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a un plan de sortie dans les 3 ans? Et s'il n'y a pas de plan de sortie complet dans les 3 ans et qu'on arrivera à 0% dans les 3 ans,
on exclut immédiatement le fonds. Ça veut dire, alors Goodvest est encore jeune, mais ça veut dire que globalement, on peut voir des fonds référencés une année qui ne le seront pas l'année suivante parce qu'ils n'ont pas suivi le plan de sortie, par exemple, des énergies fossiles? Effectivement, c'est une possibilité. Alors, grosso modo, de toute façon, quand on accepte d'avoir un fonds, on est certain qu'il y a une fermeture et une vente qui est programmée, qui est signée à 2 ou à 3 ans. Donc ça n'arrive pas dans ce cas-là, mais théoriquement, c'est ce qui pourrait arriver, effectivement. Bon, alors, retour effectivement sur alors, les critiques que vous émettiez sur notamment le label ISR, mais sur les labels de manière générale. En fait, derrière ça, il y a ce côté très généraliste de l'ISR, l'investissement socialement responsable basé sur des critères ESG, environnement social et gouvernance, là où certains épargnants peuvent être un peu perdus lorsqu'ils veulent investir et pour eux investir via des valeurs et aller essentiellement sur le climat, ils ne s'y retrouvent pas finalement, c'est ça? Effectivement. Le problème qu'on a avec l'ESG, c'est que c'est très généraliste et en fait, si on est bon sur une des 3 lettres ou assez bon sur une des 3 lettres ESG, donc pour environnement, social et bonne gouvernance, eh ben, on peut se revendiquer comme durable. Et ce n'est pas forcément ce qu'attendent les épargnants qui, par exemple, vont attendre un engagement en particulier sur le climat et un respect, par exemple, de l'accord de Paris sur les 3 scopes d'émissions de CO2. Donc on prend ça à l'aube, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on regarde alors? Les labels. Ouais. Label d'abord, c'est un indicateur SFDR 8 ou 9. C'est un indicateur, ça nous met la puce à l'oreille. Mais ensuite, on va regarder, est-ce qu'il y a des exclusions sectorielles sur les énergies fossiles? D'autres exclusions sectorielles également, notamment par exemple le respect du pacte des Nations Unies, si on veut être plutôt sur le respect des droits de l'homme. Ensuite, on va regarder, est-ce qu'on a accès aux émissions de CO2 du fonds sur les émissions directes et sur les émissions indirectes. D'accord, ce fameux scope 3 dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et ça nous permet aussi de déterminer s'il y a une trajectoire de réchauffement climatique qui va respecter l'accord de Paris. D'accord. Donc ça, aujourd'hui, il y a un autre chiffre, c'est qu'il y a seulement 0,2% des actifs globaux qui respectent l'accord de Paris sur les 3 scopes. D'accord. 99,8% des actifs globaux, donc si on fait une extrapolation des fonds d'investissement, ne respectent pas l'accord de Paris. Donc pas forcément les actifs, enfin les fonds verts en question, l'intégralité des actifs investis, mais on est sur une minorité qui sont en ligne avec les accords de Paris. Ça veut dire qu'on peut investir pour le climat, entre guillemets, sans pour autant réaliser des investissements en ligne avec les accords de Paris? Alors, non, justement, c'est bien ça le problème. C'est que pour nous, en tout cas c'est notre politique, il faut respecter l'accord de Paris si on dit qu'on investit pour le climat. D'accord. D'ailleurs, pour donner un autre chiffre, donc chez Goodvest, on a analysé un peu plus d'1 millier de fonds durables. Et en plaçant ces 3 filtres, exclusion sectorielle, le deuxième filtre qui va être le respect de l'accord de Paris, et le troisième filtre qui est la politique de vote, c'est un point qui est super important, on a seulement 5% des fonds durables qui passent nos critères. Politique de vote, pour ceux qui nous écoutent rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est important de sélectionner les titres les plus durables, mais ce qui est, j'ai envie de dire presque aussi, voire plus important, ça va être d'être accompagner les élèves qui sont encore moyens sur certains sujets. D'accord. Donc pas faire que de l'exclusion, mais quand même accompagner la transition aussi d'entreprises qui ont montré qu'elles étaient réellement dans une démarche de transition. C'est ça, exactement. Et c'est que par exemple des entreprises qui vont être sur une trajectoire à 2 degrés, aller chercher à se rapprocher vers une trajectoire plutôt à 1,5 degré de réchauffement climatique. Et donc ça va se faire en vérifiant que les sociétés de gestion ont une politique de vote active aux assemblées générales des actionnaires. Donc elles se présentent et elles votent. Et elles n'hésitent pas aussi à s'opposer parfois à des mesures qui sont contre des décisions qui vont nous permettre de respecter l'accord de Paris. Et alors là, à ce moment-là, si l'opposition aux mesures ne suffit pas, il faut sortir effectivement de l'investissement en question? Voilà, c'est globalement ce qu'on voit assez souvent. Oui. Bon, donc, si je comprends bien, investir pour le climat au sens où Goodvest l'entend, ou en tout cas au sens où, en ligne avec l'accord de Paris, ça nécessite un travail de fond, un travail de fourmi quand on est épargnant? Ça nécessite un travail de fourmi, les données ne sont pas forcément accessibles. Les émissions Scope 3 sont très rarement indiquées, il y a peu de sociétés de gestion qui communiquent dessus. Et donc, effectivement, ça nécessite vraiment d'avoir sa loupe. Et en fait, il faut que le conseiller ou la solution d'épargne donne de la transparence, fournisse ces données facilement à l'épargnant et lui explique en fait. Mais alors pour le coup, vous lancez cette thématique d'investissement, solution climatique, qui existe depuis quelques semaines maintenant sur le site de Goodvest. On trouve des fonds en lien avec ce niveau d'exigence que vous nous avez décrit sur cette thématique climat? Oui, heureusement. Donc cette thématique qu'on a lancée, elle investit sur un fonds qui est un fonds vraiment qui investit sur les pure players de la transition écologique. D'accord. Donc des entreprises qui sont dans la réduction de l'impact du transport, donc par exemple dans le ferroviaire, dans les énergies renouvelables, dans la préservation du capital terrestre. Donc c'est vraiment sur des pure players. Et d'ailleurs ça se voit parce que le fonds est triplement labellisé. Il est ISR, Greenfin, Towards Sustainability. Et donc c'est un fonds qui est très exigeant. Il va tellement loin qu'il n'utilise même pas la poche de diversification du label Greenfin.
rapide explication. Bien sûr, oui. En fait, sur les fonds labellisés Greenfin, il y a une poche de diversification qui est autorisée où on peut aller financer des entreprises qui vont être un petit peu moins engagées sur l'environnement tout en respectant des critères quand même d'exclusion du label Greenfin. En espérant y trouver un petit peu plus de performance peut-être, c'est ça? Ou de diversification. Ou de diversification, d'accord. Diminution du risque. Et alors justement, ça m'amène à cette question, est-ce que quand on investit pour le climat au sens stricto sensus, justement que on se met toutes ces barrières ou en tout cas toutes ces exigences, est-ce qu'on arrive à sortir de la performance à la fin? Alors ce fonds en question, c'est un fonds Montpensier, il a fait des performances exceptionnelles lors des dernières années. C'est un fonds très pure player, donc qui est très volatile, mais il se trouve que ces dernières années, les acteurs qui étaient très engagés pour la transition écologique et qui étaient des pure players ont plutôt très bien performé. On peut penser aux énergies renouvelables, mais c'est aussi le cas du transport ou de la préservation du capital terrestre. Donc oui, en revanche, nous, ce qu'on fait, c'est que ce fonds-là, qui est très volatile, on le propose qu'au profil 4 ou 5, donc un profil plutôt audacieux et ambitieux. Sinon, pour les autres profils, on va plutôt être sur des green bonds, short durations, donc vraiment des obligations à duration courte, qui vont avoir une volatilité plus faible et qui vont permettre aux épargnants qui souhaitent prendre moins de risques d'investir. Ou alors diversifier justement avec différentes propositions d'investissement. Très rapidement, si on revient sur Goodvest, alors je lisais qu'en début d'année, vous étiez à 20 millions d'encours sous gestion. C'est plus aujourd'hui, c'est ça? Effectivement, donc là, on est à 30 millions d'encours sous gestion. On continue notre meilleur démarrage pour un contrat d'assurance vie distribué sur Internet. Donc on est très fiers de ça. Et on a désormais séduit quasiment 3500 épargnants. D'accord. Alors qu'on en avait 2000 au début de l'année. Toujours sur un contrat d'assurance vie ou d'autres projets sont en cours au sein de Goodvest? Toujours sur un contrat d'assurance vie. Alors on a lancé Goodvest Kids récemment. Bien sûr, pour les parents d'investir pour leurs enfants. Et là, on travaille sur un nouveau projet. On va lancer les préinscriptions dans les prochains jours. C'est le plan d'épargne retraite. Donc il y a un plan d'épargne qui permet d'avoir une retraite complémentaire tout en finançant les entreprises qui sont engagées pour la transition écologique. Merci beaucoup Joseph Chouefati d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Goodvest. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment investir dans le tourisme? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Pierre Nadir tout d'abord. Bonjour Jean-Pierre Nadir. Bonjour. Vous êtes fondateur de Easy Voyage, vous êtes fondateur de Fairmove, et vous êtes également investisseur dans Qui veut être mon associé. Et vous êtes d'ailleurs associé à Tudigo pour lancer un club d'investissement. On va en parler dans un instant. Nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Lin. Bonjour Alexandre Lin. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Tudigo qui est une plateforme de financement participatif des TPE, PME. Et donc, vous avez monté un club d'investissement avec Jean-Pierre Nadir dédié au secteur du tourisme. Vous allez nous expliquer comment on sélectionne des entreprises dans le tourisme dans un instant, Jean-Pierre Nadir. Tout d'abord, Alexandre Lin, comment on monte un club d'investissement dédié au secteur du tourisme? Qu'est-ce qui vous a animé dans la création de ce club d'investissement? Alors, il faut partir un peu de la mission de Tudigo. Mais chez Tudigo, on s'est donné comme mission de rendre accessible l'investissement non coté à tous, au service d'un monde plus durable, plus juste. Donc, dans cette mission-là, il y a l'idée d'aider le particulier à investir dans des sociétés qui sont bénéfiques, durables, responsables. D'où la rencontre d'ailleurs avec Jean-Pierre Nadir il y a bientôt un an et qui a donné lieu à une levée de fonds pour Fairmove sur Tudigo. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vous aviez déjà travaillé ensemble avant ce club d'investissement pour la levée de fonds de Fairmove. Alors, Fairmove, on peut en parler rapidement avant de revenir effectivement au club d'investissement pour que tout le monde comprenne. Fairmove qui a vocation à faire du tourisme durable. C'est ça, Jean-Pierre Nadir? Oui, à promouvoir en fait le tourisme responsable. Et donc, ça veut dire expliquer déjà, donc conscientiser autour de ces notions, parce qu'en fait, si je vous demande la définition du tourisme responsable, il y a peu de chances que vous la connaissiez complètement. Vous avez forcément une idée, mais vous la connaissez pas forcément. Et donc, le tourisme responsable, ça consiste à vouloir réconcilier les enjeux de la planète, des populations locales et des touristes. Et donc, dans l'appréciation aujourd'hui qu'on a du durable, du responsable, en permanence, donc, on a le prisme du CO2 et de la décarbonation. Mais on a très peu, en fait, le prisme de l'impact social. Or, le tourisme a un impact social au niveau mondial absolument donc conséquent, déjà donc à date, mais encore plus si on considère que c'est le principal levier aujourd'hui de développement de bon nombre de pays en difficulté. Donc, c'est pas juste réduire ses émissions carbone quand on se déplace, moins prendre l'avion. Exactement, c'est à la fois effectivement donc décarboner cette industrie, et en même temps, effectivement, donc, c'est mesurer l'impact social à destination. Quand Jean Covici nous explique qu'il faudrait arrêter de prendre l'avion, voilà, pour moi, si tu veux, c'est la pire bêtise qu'on puisse effectivement donc énoncer. Quand on explique que par contre, il faut décarboner l'aérien, c'est une évidence.
Alexandre Lain, donc là on a rapidement parlé de Fairmove, on y reviendra sûrement. Donc vous vous êtes rencontrés il y a un an pour une levée de fonds pour Fairmove et ensuite là vous créez un club d'investissement cette fois-ci pour aller investir dans d'autres sociétés mais dans le secteur du tourisme. Alors déjà quand on parle du secteur du tourisme, alors on l'a compris, on parle pas que des transports mais on parle de quoi concrètement? On parle d'entreprises qui viennent disrupter les usages grâce au digital dans le secteur du tourisme, dans le cadre de la thèse d'investissement Fairmove, d'entreprises qui vont rendre le tourisme au plus global, hein, c'est-à-dire que ça va du transport à l'hébergement, en passant par l'alimentation, les énergies renouvelables, le traitement de l'eau. C'est extrêmement large. Donc on va retrouver des entreprises qui sont dans le secteur de l'intelligence artificielle, dans les biotech, des entreprises dans le digital également. Toujours, donc en fait, derrière cette thématique tourisme, on peut aller investir dans le digital par exemple? Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Vous allez, on en avait par exemple, vous allez avoir des entreprises qui vont permettre aux voyageurs par exemple de voyager de manière plus responsable. C'est le cas par exemple de Fairmove, on est digital. On a également des entreprises qui permettent de venir partager le transport, de trouver des modes de transport plus durables également pour arriver à destination. Oui. Une entreprise d'ailleurs qui a été financée sur Tudigo et dans laquelle Jean-Pierre Nadir est actionnaire, qui est Tic Tac Trip, qui permet de faire un trajet multimodal via une seule et même plateforme, donc de permettre à un voyageur qui aurait privilégié l'avion de voyager avec une combinaison train, bus, d'accord, et donc de comprendre effectivement que ça existe alors qu'on ne le sait pas forcément par exemple. Exactement. Jean-Pierre Nadir, le secteur du tourisme, vous le connaissez depuis longtemps, on a parlé de Fairmove, avant ça vous avez fondé donc Easy Voyage. On pourrait se dire aujourd'hui que lorsque l'on veut justement faire du tourisme responsable ou durable, c'est forcément du circuit court, c'est arrêter d'aller à l'autre bout de la planète, mais c'est commencer par visiter son pays ou les pays aux alentours. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Si tu veux, aujourd'hui, en fait, quel est le problème du monde? Le problème du monde n'est pas que le climat monte. Le problème du monde, donc, c'est qu'il y a des grands déséquilibres dans le monde dans lequel on vit. Et notre objectif, c'est de créer un monde apaisé. Dans ce monde apaisé, il y a 3 milliards de gens aujourd'hui qui vivent avec moins de $2 par jour. Ces gens-là, donc, ils vivent tous dans des pays qui sont défavorisés et à qui on va expliquer qu'il va falloir qu'ils restent chez eux. Parce que de toute façon, effectivement, donc, on va ici tout fermer. Donc, en fait, on est bien dans une logique où, au contraire, il faut à destination créer de la richesse pour pouvoir effectivement donc la répartir, faire en sorte que les gens s'épanouissent sur leur sol et donc créer donc un maximum d'emplois et de valeur. Or, les deux principaux leviers d'emploi du monde, que sont donc le manufacturier ou l'agriculture, sont deux leviers qui sont fortement en baisse dans ces pays. Manufacturier, c'est 2 à 3% de moins d'emplois dans le monde chaque année. Pourquoi? Parce que la machine remplace tout et les Chinois piquent tout. Donc les deux réunis font qu'il ne reste pas grand-chose pour les autres. Deuxième, effectivement, donc secteur, l'agriculture. L'agriculture, donc aujourd'hui, l'agriculture industrielle dans un pays comme les États-Unis, un gars avec un tracteur fait 400 hectares tout seul. Donc là où avant, il fallait 6 personnes pour 1 hectare. Donc dans ces pays, Madagascar, le Sénégal, pour en citer quelques-uns, donc même la Tunisie, quel est l'avenir pour ces pays? Donc il faut conserver l'économie touristique, c'est ça? Il faut préserver une économie. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique laquelle. Et moi, la seule que je vois, c'est le tourisme. Parce que le tourisme, comme l'a très bien expliqué donc Alexandre, c'est au cœur de tous les modèles de réinvention. C'est au cœur de l'éco-bâti, c'est au cœur du traitement des eaux, c'est au cœur des énergies propres, c'est au cœur de la relocalisation. Vous savez que l'empreinte carbone, 50% de l'empreinte carbone mondiale, c'est les importations. Exportation, importation. La France, c'est 52%. Donc, dans ces pays, on importe tout. Parce qu'il n'y a rien. Et pourquoi il n'y a rien? Parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Donc, en général, un gars à Madagascar qui produit dans le nord du pays, quand il ramène sa production, donc déjà à Tananarive, à la capitale, il a perdu 50% de la production. Parce qu'il n'y a pas de chaîne du froid, et les routes sont minables, etc. Donc, ensuite de quoi, il se fait avoir par le grossiste qui pique toute la marge. On charge des bateaux donc, de CGA qui, à la fin, effectivement, ont fait des déficits énormes, mais qui polluent donc, un maximum. Et on t'explique que c'est ça le modèle, effectivement, gagnant. Absolument pas. Moi, je dis que manger une mangue à l'île Maurice à la bonne saison, par un touriste qui est venu en avion, en vol direct, eh bien, ça a moins d'empreinte carbone que de la manger ici. Pareil pour les tomates cerises. Les tomates cerises du Maroc, on va peut-être pas faire tous les légumes et tous les fruits, non, effectivement. Mais c'est important d'avoir des éléments concrets. Non, bien sûr. Si tu veux, ce qui est important, effectivement, donc, c'est de bien comprendre de quoi on parle. Les gens, en fait, ont un prisme qui est un tout petit modèle. En fait, il faut avoir une vue complète des systèmes. Voilà. Et quand on a une vue complète des systèmes, alors le tourisme devient non pas le problème, mais la solution. Si on vient alors au-delà du transport, effectivement, qu'on a mentionné, sur l'impact social concrètement, comment est-ce que demain, un touriste qui va à l'autre bout du monde peut avoir un impact social plus concret que ce qu'il a aujourd'hui? Forcément, donc en prenant les prestataires qui, eux, ont une application locale extrêmement forte, qui commence effectivement par ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire à reproduire localement. Quand tu reproduis localement, tu crées des chaînes qui sont gagnantes à destination. La permaculture, la reforesterie, c'est 6 salariés par hectare. Donc tout de suite, tu crées un modèle gagnant si l'hôtel commence à s'approvisionner localement. Un exemple concret,
la République dominicaine, 75% donc des hôtels importent 100% des produits, 100%. Donc, localement, en fait, tu pourrais... Donc, ça alimente pas l'économie locale, c'est ça? Du tout, du tout. Et ça crée de l'empreinte carbone. Donc, ce qu'il faut, c'est alimenter donc l'économie locale, c'est mieux payer donc les salariés, c'est les former, c'est avoir des horaires plus adaptés. Bref, c'est être dans une vraie logique éthique qui est un des éléments du RSE. Jean-Pierre Nadir, si je reviens sur le club d'investissement, alors il est prévu que vous identifiez notamment les entreprises de demain dans le secteur du tourisme. Est-ce que ce sera forcément avec un biais durable ou ça va être beaucoup plus large effectivement que cela? Non, c'est vraiment dans l'idée effectivement de dire que tous ces modèles de réinvention vont se faire autour de ces considérations. L'avenir du tourisme, en fait, c'est effectivement donc d'accompagner donc aujourd'hui la transition écologique donc du secteur, que ce soit celle de l'hôtellerie ou effectivement donc celle du transport. Et ça tombe bien parce qu'il y a en France plein de startups qui effectivement essayent d'apporter leur contribution. Vous avez un salon donc Food Tech donc qui illustre très bien la chose. Vous avez plus de 300 exposants avec que des start-upers qui ont tous des solutions assez géniales, mais qui ont du mal à se financer parce qu'en fait le démarrage est toujours plus compliqué. En fait, tu as un peu de love money. Ensuite, effectivement, donc tu vas aller voir des fonds, mais entre les deux, c'est bien d'avoir un accompagnement. Et puis, c'est bien surtout d'avoir un peu de mentorat pour ouvrir en fait le réseau. Et c'est ce qu'on va faire. On va apporter les deux éléments du mentorat, de l'expertise, et puis de l'accompagnement et du carnet d'adresse. Avant, ce qu'on apporte vraiment en plus, il y a le club d'investissement, parce que sur Tudigo, en fait, on reçoit des dossiers, 800 à 1000 dossiers par mois, qu'on sélectionne, on en sélectionne 5 à 10 qu'on présente. Que vous présentez du coup au grand public qui ensuite peut investir donc via la plateforme, d'accord? Via la plateforme, hein, on investit entre 1 et 2 millions d'euros par semaine dans ces dossiers-là, aux côtés de Business Angel aguerris, de fonds, mais en général ces dossiers-là ne vont pas bénéficier de la valeur ajoutée d'un investisseur qui peut les accompagner dans le développement du business. Ce qui est intéressant via le club d'investissement de Fairmove Invest, hein, c'est que là vous avez Jean-Pierre Nadir qui, avec Fairmove, a tout un écosystème qui permet à ces entreprises-là, ces startups qui sont à des stades initiaux de développement, de bénéficier d'énormément de synergie et d'accélérer grâce à des contacts B2B notamment, qui vont leur permettre vraiment de démultiplier leur business. Ça veut dire qu'on limite le nombre d'entreprises qu'on va sélectionner pour ensuite pouvoir les accompagner? Oui, absolument. Ouais. On est sur une sélection d'une entreprise par mois dans un premier temps, et puis on passera à 2 entreprises dans un second temps. Mais oui, absolument, c'est une sélection, c'est vraiment une hyper sélection. Hein. Tudigo, on est une plateforme régulée par l'autorité des marchés financiers. Hein. On a déjà un process de sélection qui est très très fort et qui permet vraiment de filtrer les meilleurs projets, auxquels on rajoute en plus le prisme d'analyse d'un expert du tourisme qui est Jean-Pierre Nadir, qui est en plus un serial entrepreneur qui a réussi dans ce domaine. Alors concrètement, vous allez les accompagner comment, Jean-Pierre Nadir, ces entreprises? Vous commencez déjà à en accompagner ou vous en avez peut-être déjà identifié certaines aujourd'hui? Je suis investisseur de longue date, donc en fait, comme ça a été indiqué, donc j'ai déjà investi dans différentes entreprises, donc soit effectivement donc dans le tourisme, soit en dehors, donc au travers de l'émission que vous avez rappelé qui est dans l'associé, donc où on rappelle qu'on n'est pas donc des jurys, on est des investisseurs, on vient avec notre argent, bien sûr, c'est l'argent qu'on met dans les boîtes, donc et il nous faut en 1 heure donc juger et jauger de la capacité effectivement à investir, donc je pense que j'ai une bonne vista, à la fois parce que ça fait 30 ans que je connais le secteur, et donc moi je crois beaucoup donc à l'expertise sectorielle. Je pense qu'en fait, quand on investit dans tous les domaines, c'est quand même compliqué effectivement donc d'avoir une thèse et de se forger des convictions. Donc moi, je connais bien le tourisme et donc j'en connais bien donc les besoins, et donc je peux sentir effectivement et ressentir quelles sont les entreprises qui vont pouvoir se développer. Et puis surtout, je pense que j'ai développé une bonne expertise sur comment accompagner intelligemment les hommes, c'est-à-dire à la fois pour les aider, les stimuler, les pousser, mais en même temps sans les brider, parce qu'il n'y a rien de pire effectivement que de brider donc un créateur d'entreprise. Alors, pour les gens qui nous écoutent, le tourisme, effectivement, on en a quand même beaucoup parlé sur les dernières années, sur le fait que c'était un secteur d'activité qui souffrait effectivement des différents confinements à travers le monde. On est maintenant dans des changements, dans des questionnements vis-à-vis des manières de voyager ou de faire du tourisme. Il reste des opportunités dans le secteur du tourisme aujourd'hui? Il n'y a que des opportunités, mon cher ami. Donc, alors je ne vais pas vous refaire le coup des tomates et des tomates cerises. On les connaît, c'est bon, voilà, celle-là, j'ai déjà faite. Mais en tous les cas, donc il n'y a que des opportunités. Pourquoi? Parce que le tourisme, c'est en gros 5% de croissance donc par an donc sur les 30 dernières années, donc Covid mis à part. Bon, donc c'est une industrie qui ne cesse effectivement donc de se développer. Le tourisme, c'est l'un des 2-3 grands désirs énoncés par l'ensemble de l'humanité quand on leur demande ce qu'ils voudront faire le jour où ils auront un peu d'argent. Et donc aujourd'hui, ce qui fait le tourisme, ce sont les primo-voyageants, c'est-à-dire les Chinois qui essaient la consommation et les fameux Indiens qui vont être aujourd'hui donc la population numéro 1 mondiale. Chaque fois qu'un ingénieur indien touche son premier salaire, la première chose qu'il veut, c'est aller voir la Tour Eiffel. Et donc
donc, aujourd'hui, on peut expliquer qu'on va empêcher tout ça. Ça ne marchera jamais. Donc, ce qu'il faut, c'est accompagner, c'est expliquer, c'est conscientiser, c'est décarboner et c'est upgrader tous les leviers qui sont à notre disposition dans le monde du voyage. Et ça ouvre des opportunités absolument incroyables. Le voyage aujourd'hui est sans doute le nouvel Eldorado des green tech. Bon alors, Alexandre, là, un petit mot quand même sur les investisseurs. À présent, on a beaucoup parlé des entreprises. Concrètement, ce club d'investissement, il est ouvert à tout le monde, mais il y a un nombre de personnes limitées qui, au final, pourront y avoir accès. Oui, tout à fait. Ouais. Nombre de personnes limitées, pourquoi ? Parce que nombre d'opportunités d'investissement également limitées. Donc, en entrant dans le club, vous avez une adhésion qui est payante. Donc, tous les membres du club doivent pouvoir avoir accès à l'investissement dans les projets qui sont présentés. D'accord. Donc, on limite le nombre d'adhérents à 500 aujourd'hui. Il sera étendu à 1000 demain pour pouvoir permettre à tous d'entrer dans chacun des deals qui seront présentés. Donc, une adhésion payante pour ensuite avoir accès aux propositions d'investissement et choisir ensuite si on investit dans les projets identifiés par Tudigo et Jean-Pierre Nadir. Pourquoi un petit ticket d'entrée ? Parce que c'est 1000 €. Donc, pourquoi ce ticket ? Pour montrer la bonne volonté des gens de vouloir adhérer à ce club pour investir ensuite. Parce qu'ensuite, quand on va présenter les dossiers, si personne n'investit donc, dans les dossiers en question, ce sera à peine perdu. Donc, toute la problématique, c'est que nous, on va mettre 5% systématiquement, voire peut-être plus, pour créer donc, l'effet de levier et montrer qu'effectivement, donc, le niveau de croyance qu'on a dans le dossier en question. Quand vous dites ensuite, c'est vous, Jean-Pierre Nadir, non, qui allez c'est investir. Fairmove. C'est Fairmove, d'accord. Peut-être que là, certains posent la question, j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet-là, sans savoir si moi je mettrais également. Pourquoi pas ? Je verrai, en tous les cas, je vais privilégier déjà donc, les 500 donc, qui seront avec nous, sachant que par exemple, le Tic Tac Trip donc, qu'on a évoqué tout à l'heure, on l'aurait fait sur Fairmove, si effectivement donc, on a vu le club d'investissement. À l'époque, moi je l'ai fait seul parce que j'estimais justement que cette start-up avait un vrai impact donc, dans mon secteur et qu'il était important qu'on puisse l'aider à se développer. Dernière question, donc effectivement on investit, ensuite on choisit les projets sur lesquels on investit. Tudigo analyse également les sociétés quand même, j'imagine. Il y a le flair de l'entrepreneur et l'analyse financière quand même. La particularité entre des clubs d'investissement privés un peu obscurs qui ont émergé ces 2 dernières années et le club d'investissement qu'on fait là aujourd'hui avec Fairmove et Jean-Pierre Nadir, c'est que vous avez une plateforme régulée directement par l'autorité des marchés financiers avec toute la rigueur, l'expertise et les process de sélection de la plateforme. Le projet qui arrive sur le club d'investissement Fairmove Invest, il a été déjà validé par Tudigo. D'accord. C'est un projet qui est doublement validé par Tudigo et par Jean-Pierre Nadir. Ce qui n'empêche que ça reste des investissements risqués quand même, précisément. Ça reste des investissements risqués. Nous, notre travail au quotidien, c'est vraiment de réaliser des audits stratégiques financiers, extra-financiers, pour sélectionner et négocier les meilleures conditions d'investissement. Et encore une fois, aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit de plus en plus, on investit aux côtés des fonds d'investissement, des fonds de capital risque, aux mêmes conditions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci Alexandre Lin, donc cofondateur de Tudigo. Merci également Jean-Pierre Nadir, fondateur de Easy Voyage, de Fairmove et investisseur effectivement de Qui veut être mon associé. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.